Si l'on se penche sur l'ensemble disparate de ce qui constitue ce discours, le discours de toute une équipe autour du candidat, puis du président Macron, on se rend compte que l'existence d'une stratégie à part entière existe et qu'elle a été mise en œuvre, évidemment, pour séduire l'électorat. Toute la doctrine de l'ère macronienne réside exactement dans ce point. Je vous apprends rien, sous couvert de modernité, c'est évidemment de recettes anciennes, de vieilles recettes qu'il s'agit, et notamment en matière économique. Pour autant, il ne faut pas croire que cette com n'est qu'une coquille vide, comme c'est souvent dit. Au contraire, j'ai tendance à croire que c'est toute une vision de la société qui se dessine, si on étudie de plus près l'ensemble des discours que l'on peut entendre de la part de Macron et de ceux qui l'entourent. Donc c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Alors la méthode elle va être simple, je vais vous montrer quelques phrases, quelques paroles qui ont pu être prononcées, et puis on va avancer autour de ça. Alors concernant l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron et son équipe, j'insiste sur ce mot parce que évidemment les journalistes ont tendance à céder à la personnalisation, mais évidemment Emmanuel Macron n'est jamais seul. C'est évidemment le storytelling qui a été fait tout au long de la campagne au sujet de son parcours. Par une espèce de miracle, Emmanuel Macron a tout de suite été présenté comme l'homme du renouveau, l'homme qui sortait de nulle part, presque hors système. Or, de l'ENA au ministère de l'économie, en passant par notamment la banque Rothschild, on sait qu'il n'en est rien. C'est évidemment un homme du système qui a un parcours tout ce qu'il y a de plus classique, voire technocratique. Et l'économiste Thomas Porcher, que vous connaissez peut-être, a justement fait remarquer qu'en fait c'est un parcours tout à fait comparable à celui par exemple d'un Alain Juppé. Alors il a dit, Thomas Porcher, que Macron était un pur produit des grandes écoles et de la politique française. Il a dit ça le jour de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron. Donc de fait, Emmanuel Macron est l'incarnation de l'oligarchie. Et de fait, son personnage est une pure invention, une mystification. Or, mettre ainsi en exergue, dans son discours, mais aussi dans le discours de ceux qui l'entourent, son parcours, comme si en fait il était un homme issu de rien, c'est mettre en avant une forme d'individualisme. Et ça, on le verra plus tard, mais je pense que mettre en avant cet individualisme, c'est déjà mettre en valeur certains éléments qui correspondent à la doctrine macronienne. Pour le moment, contentons-nous de relever ce fait simple et objectif. Cette appartenance à un groupe restreint de dirigeants d'Emmanuel Macron est à l'origine de son élection. À bien des égards, cette appartenance pose problème. On peut effectivement penser que oligarchie, on pourrait dire aussi olicratie, est incompatible avec la démocratie. Et de fait, en 2015, Emmanuel Macron, qui était alors ministre de François Hollande, déclarait dans une interview qui a ensuite été reprise par Le Monde, accéder aux plus hautes fonctions par l'élection est un cursus d'un ancien temps. Par la suite, il a répété son intention de vouloir démocratiser davantage encore les institutions de la Ve République. On peut en douter aujourd'hui. Alors pourquoi ce changement de discours? De toute évidence, Emmanuel Macron s'adapte aux fonctions qu'il occupe. Si les ministres nommés sans avoir été élus, ce qui était le cas alors, il réfute la nécessité de l'être un jour. Si les candidats au suffrage universel, il promet des changements auxquels semblent aspirer les électeurs. S'il est président, il devient carrément jupitérien. Je reviens sur ce terme qui a été largement glosé depuis, qui a été la source d'analyse de journalistes, mais pas seulement. La radio France Culture a consacré une émission entière sur le terme jupitérien quand même. Et à l'occasion, c'est le spécialiste de l'Antiquité, alors attendez, j'ai perdu son nom, John Shide, qui a expliqué l'opportunité du terme jupitérien. Alors je vais vous citer. Quand j'ai entendu dans son contexte cet adjectif et cette réponse, il m'a fait tiquer. Je me suis dit, tiens, c'est intelligent.
parce que c'est un Jupiter polythéiste qui agit par sa volonté, mais avec la collaboration nécessaire des autres, et sans se mêler en permanence de ce que font les autres. Bon, à vrai dire, rien ne permet de faire de telles déclarations. Macron a juste dit jupitérien. Mais au contraire, j'ai tendance à penser que si Macron a utilisé le terme jupitérien, c'est parce qu'il se réfère finalement à une représentation collective, finalement assez vague. Bon, moi, quand on dit jupitérien, j'ai l'image de ce grand bonhomme barbu qui siège sur son trône. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Et l'intention était sans doute avant tout de marquer une autorité sans en développer davantage les modalités. Voilà, donc c'est un exemple du flou volontairement entretenu par Macron. Or, cette affirmation... Alors attendez, parce que j'arrive à faire les deux en même temps. Ah voilà, ça c'est la déclaration, c'est une des choses qu'il a pu dire le jour de sa déclaration de candidature le 16 novembre 2016. Donc j'ai pu mesurer ces derniers mois ce qu'il en coûte de refuser les règles obsolètes et claniques d'un système qui est devenu le principal obstacle à la transformation de notre pays. C'est pour dire qu'il est directement venu sur cette histoire d'oligarchie. Il s'en est tout de suite détaché. Donc je reviens à ce rapport à l'autorité, qui s'est affirmé de plus en plus depuis qu'il est président de la République. Alors cette affirmation de l'autorité a trouvé une sorte d'apogée avec cette fameuse déclaration qui a été faite, vous savez, quand il était devant l'Assemblée militaire de la Nation. Alors je vous le dis. J'ai pu mesurer ces derniers mois ce qu'il en coûte de refuser les règles obsolètes. Ah pardon, non, je me suis trompée. Ça va arriver régulièrement, je préfère vous prévenir, je suis désolée. Voilà, c'est donc celle-là. Il ne m'a pas échappé que ces derniers jours ont été marqués par de nombreux débats sur le budget de la défense. Je considère pour ma part qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements, je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Alors j'ai mis en italique le fameux « je suis votre chef ». On va faire une petite analyse stylistique au passage. Le premier mot, c'est « je », le dernier, c'est « chef ». Donc la phrase est magistralement encadrée et elle affirme évidemment de façon assez claire et assez lapidaire le fait que Macron considère qu'il est le chef. Ça va, tout le monde a compris? En tout cas, le général de Villiers, lui, a bien compris le message, puisqu'évidemment on sait que ça lui a été indirectement adressé, et on connaît la suite qui a suivi à cet épisode. Bon, je vais... ah oui, pardon. Donc, un usage des institutions, de l'autorité, est finalement l'occasion d'une affirmation que je considère comme excessive du pouvoir du chef de l'État. On a pu aussi l'observer au moment de son discours d'investiture. Alors là, je ne vais pas tout citer, hein, mais je vais quand même vous donner quelques mots qui, à mon avis, sont révélateurs et qui révèlent aussi beaucoup sur le lien du président Macron à ses électeurs et à l'ensemble des Français. Il dit par exemple que les Français sont pris de découragement, de crainte et d'angoisse. Du coup, ils doivent être protégés. Et la tâche du président, à qui ils ont choisi de faire confiance, consiste alors à redonner le goût de l'avenir et la fierté de ce qu'ils sont. Bon, alors moi je considère que c'est... Pardon ? Non, alors je ne l'avais pas noté parce que c'est un... J'ai écouté tout le discours d'investiture. J'ai fait une petite synthèse. Donc en fait, je vais répéter les mots quand même. Donc découragement, crainte, angoisse, faire confiance, protéger, redonner le goût de l'avenir et la fierté de ce qu'ils sont. Donc voilà, on peut y voir une vraie infantilisation du peuple, tout simplement. On dirait que les Français ne sont que l'objet d'émotions
et que finalement ils ont besoin d'être rassurés tout simplement. Et ils ont besoin d'être rassurés non pas dans la perspective de leur donner enfin bonheur et épanouissement, ce qui pourrait être quelque chose qu'on peut entendre. Finalement on a entendu un petit peu du côté de la France Insoumise avec le fameux goût du bonheur, mais en fait il s'agit de redonner à nouveau sa place de premier plan à la France dans le concert des nations. Bon, on voit de quelle façon les institutions de la Ve République, par l'affirmation de cet autoritarisme caricatural et la vision d'un peuple immature, joué de ses émotions, incapable de se prendre en main, viennent asseoir finalement le pouvoir en place. Il y a comme une espèce de grand retour en arrière par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir, qui conforte l'oligarchie dont Emmanuel Macron est avant tout le parfait représentant. À travers lui, cette oligarchie a faim un renouveau des usages des institutions pour finalement forger davantage encore la monarchie présidentielle. À ce titre, Emmanuel Macron, comme la Ve République, deviennent ici les pièces d'un grand appareil, l'appareil du pouvoir. La question qui se pose dans un tel contexte devient celle, du coup, du contre-pouvoir. Change. Alors c'est pas maintenant, mais c'est pas grave. Je continue à parler. Alors la question du pouvoir et évidemment de l'opposition est absolument centrale. Or, les mettre à mal, finalement, c'est affaiblir notre démocratie. Le Parlement est évidemment un de ses pouvoirs. Or, pendant la campagne des législatives, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais Monsieur Castaner, j'ai oublié son prénom, Christophe, porte-parole du gouvernement, a eu des paroles très claires, notamment sur le rôle, l'existence de contre-pouvoir sous le quinquennat. Il affirma alors que les députés LREM seraient l'expression de la volonté présidentielle, mais aussi, je pourrais dire en même temps, son opposition. Alors je ne sais pas si vous... Pour le dire autrement, il n'a pas été question de dire que les députés... Pardon, il n'a pas été question de dire que les députés En Marche auraient la possibilité de s'opposer à tel ou tel point et de ne pas le voter, ou d'exprimer un désaccord. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit que les députés seraient l'expression de la majorité présidentielle, mais aussi son opposition. Donc, je crois qu'il y a un petit souci à considérer que un groupe parlementaire doit être l'alpha et l'oméga de la pensée politique. Il l'a dit ça, mais alors voilà, il y a la citation aussi d'une candidate LREM qui a dit « Les députés LREM vont challenger le gouvernement, c'est leur rôle ». Alors excusez-moi, j'ai oublié le nom de cette députée, c'est une députée de Paris. Voilà. Je crois que c'est la 6e circonscription. Donc voilà, ça a été un vrai argument en fait de vote final. Donc, pour le dire autrement, on peut aussi dire que s'il n'y avait pas eu notamment les députés France Insoumise, eh bien le débat aurait été tout simplement un vrai simulacre de débat, avec éventuellement quelques petites nuances posées ça et là, mais évidemment ça n'est pas suffisant dans une démocratie telle qu'on l'entend. Par ailleurs, les contre-pouvoirs que l'équipe d'Emmanuel Macron comptait organiser ont été encore plus réduits encore par la suite. Encore une fois, lors d'un discours d'Emmanuel Macron, alors cette fois-ci c'était devant le Congrès à Versailles. Emmanuel Macron a dit aux députés « Vous allez peu légiférer ». Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a annoncé tout simplement le fait qu'il y aurait des ordonnances et des décrets en pagaille tout au long du quinquennat. Alors avec cette volonté de contrôler, de museler le débat, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est tout un modèle de société que l'on tente ici de nous imposer. Une société sans confrontation, sans dissonance, sans combat d'idées, sans dissidence et sans désobéissance. Mais en évitant tout rapport de force, une telle société s'effraie finalement du réel. Or, il est intéressant de constater que cette volonté de contrôler le débat et de nier les rapports de force se retrouve finalement à tous les degrés de la société. Alors, je ne sais pas si vous pensez à quelque chose de cet ordre-là qui est arrivé récemment, mais il me semble que ce qui se passe avec la réforme du Code du travail, on pourrait faire une comparaison.
avec notamment la création d'une instance unique de représentation du personnel et l'inversion des normes. Ce sont des catastrophes précisément parce qu'elles prétendent que patrons et employés ne sont plus dans un rapport de force. Donc on est vraiment sur la même logique. Alors il ne s'agit pas là d'une erreur d'appréciation. La manipulation en fait consiste dans le fait qu'au moment où on met en place une politique, on met aussi en place les éléments qui vont empêcher l'opposition à cette politique. Le réel n'est plus seulement nié, il est tout simplement contraint. Alors un autre pouvoir qui pourrait jouer son rôle pleinement, c'est évidemment le pouvoir de la presse. Bon, là aussi, ça pose problème. Je crois que je vais pas trop m'étendre parce que je pense qu'on est tous vigilants par rapport à tout ça. Je peux citer cependant ce fameux petit film qui avait été fait par France Info au moment où Macron était allé voir à un sommet européen. Voilà. Alors la vidéo était tellement élogieuse, il y avait une petite musique d'ascenseur, enfin elle était parfaite cette vidéo, que évidemment plein de gens ont été scandalisés pour considérer que c'était une véritable propagande, et France Info a été obligée de dire qu'en fait c'était une vidéo parodique. Alors, je ne sais pas s'il y en avait qui étaient au débat précédent avec Antoine Léaumont, mais on peut quand même douter de la volonté parodique. Enfin, voilà. Ça reste à prouver. Et puis alors pour le plaisir quand même, je vais vous montrer quelques unes de journaux. Et alors vous allez me dire de quels journaux il s'agit. Macron chamboule tout, le Kid, Macron le coup de poker, la bombe Macron, il a gagné son pari, Macron ce que je veux pour 2017. Alors les premiers, sauf le dernier, c'est avant l'élection d'Emmanuel Macron. Alors, bon, en fait j'ai mis quelques unes de journaux, mais c'était un piège, c'était quelques unes de journal. C'est juste des unes de l'Express. C'est Barbier. C'est Barbier. Donc voilà, le rapport à la presse est évidemment tout à fait problématique. Et je ne vais pas m'étendre sur le fait que ces grands médias appartiennent à des grands patrons, parce que je pense que tout le monde... Mais samedi, il y aura une conférence de sûr. En plus, oui, j'ai vu ça, ça sera largement abordé. Je vous conseille d'aller voir tout ça. Voilà. Donc, quand on fait ce bilan, et qu'on voit ce qui a été fait depuis le début de la candidature d'Emmanuel Macron, on peut se demander finalement quel est le but de tout ça. Et ce qui pose problème, c'est quand on atteint un degré supérieur dans la manipulation. Du déni d'opposition à la mise sous silence, voire à la dissimulation, il n'y a qu'un pas. Or ce pas, il a été franchi déjà. Il a été franchi peu avant le premier tour des législatives. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Parisien avait alors révélé le contenu du projet de loi de réforme sur le Code du travail. Et en fait, il s'est avéré que ce projet avait été dissimulé, y compris aux représentants syndicaux. Voilà. Alors à ce moment-là, Christophe Castaner, encore lui, avait affirmé qu'il ne s'agissait que d'un simple recueil de suggestions émises par les syndicats et le patronat. Vous avez vu, il a inclus le syndicat. Lors des premières rencontres bilatérales. Donc ça, c'est Libération le 9 juin 2017 qui avait évoqué la réponse de Christophe Castaner. Or, avec l'adoption de l'habilitation, de la loi d'habilitation qui permet en fait de faire des ordonnances, on peut penser que c'est ce premier projet finalement qui va être proposé et voté. Or, ce premier projet était de fait beaucoup plus radical que tout ce qui a été présenté par la suite. Cette façon de faire, moi, elle me rappelle ce qui s'est passé au tout début de la Ve République avec le comité RUEF. Je ne sais pas si vous connaissez ce comité. C'est un comité qui avait été convoqué en secret par le général de Gaulle pour établir un plan de libéralisation économique.
L'opinion publique, en effet, avait été mise au courant de l'existence de ce comité à la veille de la dissolution du comité. Et donc, peu après, un plan de libéralisation a été mis en route. Macron a dit qu'il voulait renouer avec l'esprit dans lequel la Ve République avait été conçue. Et bien, on peut constater qu'effectivement, il y est parvenu. Voilà, j'espère vous avoir montré déjà dans ce premier temps que les institutions de la Ve République sont parfaitement adaptées au projet de politique de la présidence Macron. Elles permettent la prise puis l'exercice du pouvoir par l'oligarchie. Elles favorisent également la mise en retrait des citoyens et plus globalement de tous les contre-pouvoirs. Dès lors, le discours dominant peut se dérouler sereinement. Ce faisant, dans un premier temps, il fait voler en éclats les représentations et les valeurs traditionnelles sur lesquelles le peuple français et la communauté se sont constitués. Et dans un deuxième temps, il met en avant de nouveaux principes considérés comme plus modernes et plus adaptés à la société d'aujourd'hui. C'est ce que je vous propose de voir maintenant. Ça, c'était la citation, c'était ce qu'avait dit la ministre, Madame Pénicaud, quand ce projet avait été révélé. Je ne vais pas m'étendre. Voilà. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, puisque j'arrive à... Alors ça, c'est un passage d'une interview très récente d'un député à LREM qui est paru dans Le Parisien. Il s'agit de Bruno Bonnel, député du Rhône et entrepreneur. Je vous le lis. Nous, députés à LREM, voulons introduire de vraies ruptures. Nous devons imposer un profond changement dans le fonctionnement du Parlement. C'est ce que veulent les Français. Le journaliste demande alors, à quoi pensez-vous? Il faut par exemple adapter le fonctionnement du Parlement à la révolution numérique. Je m'arrête là. Bon, on parle dans ces cas-là d'hyperbole, d'emphase. Donc c'est un procédé rhétorique tout à fait connu et rebattu. Bon, évidemment, on comprend le but du procédé. Hein. Il s'agit d'annoncer avec éclat une révolution qui n'induit en fait que très peu de changements. Donc ça, c'est la spécialité de l'équipe En Marche. Alors là, la distance entre les expressions vraie rupture, profond changement et en fait le fait qu'il s'agisse finalement juste d'une connexion Internet a un effet comique. Je ne pense pas que c'était ce que voulait faire le député. Mais malheureusement, donc c'est extrêmement fréquent dans le discours macronien. D'ailleurs, Macron lui-même avait nommé son programme Révolution. Révolution. Je me demande si ce qui s'est passé avec l'épisode sur la colonisation, qualifié de crime contre l'humanité, ne fait pas partie de ces éléments-là. Je pense qu'il a voulu vraiment faire un effet qui a raté, hein. Ça a provoqué pas mal de réactions, mais je pense que c'est aussi de cet ordre-là, finalement. A l'inverse, il y a ce qu'on appelle l'euphémisation, c'est-à-dire on va diminuer un élément qu'on considère comme négatif. Alors ça, par exemple, c'est ce qui s'est passé lorsque Emmanuel Macron, vous savez, il avait fait une remarque absolument épouvantable sur les Comoriens. Alors l'Élysée avait expliqué qu'il s'agissait d'une plaisanterie pas très fine. Et à la suite de ça, il n'y a eu aucune excuse. Bon, ben voilà, c'est une façon de diminuer tout le temps l'impact négatif de quelque chose. Bon, ces quelques exemples montrent comment des termes vont être employés dans un sens tantôt excessif, tantôt atténué, et ainsi finalement perdre leur signification. Car le problème, il est là. Il y a un véritable brouillage du sens avec la circulation de ce type de discours, peu à peu, et avec la circulation de ce type de discours, y compris dans les grands médias, c'est toute notre perception du réel qui se modifie. Alors pour terminer mon approche linguistique de la communication macronienne, j'évoquerai une technique assez étonnante, mais qui est tout à fait caractéristique de qui consiste à créer des équivalences là où on ne les attendait pas. Alors on sait que le candidat Macron... Pardon ? Oui, juste pour faire une intervention sur la perte du sens. J'invite ceux qui le veulent à lire un écrit de satire sur le discours schizophrénogène. Et par exemple, la perte du sens est responsable du discours schizophrénogène dans les familles pathologiques. Et du coup, finalement, ce qu'on peut
voir avec ce discours-là, c'est que progressivement, on aliène la population avec la perte du réel. Tout à fait. La conclusion ne sera pas très loin. Alors donc, la technique caractéristique de l'équipe macronienne consiste à créer des équivalences. Donc je reprends. Donc on sait Macron, il est et de droite et de gauche. En même temps. Non, enfin oui, d'accord. Dans son discours, il dit qu'il est de droite et de gauche. Or, cette affirmation de la simultanéité, bon, en fait, elle relève d'une stratégie qui est assez simple, qui consiste à faire plaisir aux gens de droite, à rassurer les gens de gauche, et puis au passage, à permettre à certains abstentionnistes, le plus possible, j'imagine, c'est ce qu'ils voulaient, tout simplement, ceux qui ne se reconnaissaient plus dans la partition traditionnelle, d'aller voter pour lui. Lui ne l'a pas fait pour dénoncer une autre partition, comme par exemple la partition oligarchie-peuple. C'est ce qu'a fait par exemple Podemos. Et puis plus proche de nous, c'est ce qu'a fait la France Insoumise. Non, pour lui, il ne s'agissait pas de dénoncer un autre fonctionnement, le système en l'occurrence politico-financier, qui fait qu'un petit nombre de personnes dirigent l'ensemble de la population. Et ce, finalement, quelles que soient les tendances politiques. Pourtant, l'affirmation tous azimuts du candidat a contribué à faire tomber les repères traditionnels. Ainsi, et en faisant tomber les repères traditionnels, en fait, il a ouvert la porte à tout et n'importe quoi. Par exemple, ça. Ça, c'est une déclaration. Donc on voit en fait, il y a une espèce de grande vide en fait, qui est permis parce que les mots n'ont plus aucun sens. Et quand Macron refuse de se déterminer politiquement, il affirme finalement que seule compte la réussite. Mais la réussite de qui? De quoi? Selon quels critères? Peu importe, puisqu'il n'y a finalement plus de socle idéologique. Désormais, seul le progrès est à rechercher, à moins finalement qu'il ne s'agisse d'argent. D'ailleurs, qui s'y opposerait? Cette absence affichée d'idéologie est évidemment une pure vue de l'esprit. Ce qui est ici vanté, c'est bien une idéologie du pragmatisme. Alors dans ces conditions, puisque seule la réussite et le résultat comptent selon des critères changeants, voire vacillants, tout devient permis. Par exemple, ce qu'on voit dans le site En Marche, j'espère que je vous l'ai mis. Hop, vous voyez assez bien? Moi, je vais vous lire. Le plancher permettra de protéger les droits des employés. Le plafond donnera aux entreprises une visibilité et une assurance qui permettront de lever les freins à l'embauche en CDI. C'est sur le site catégorie travail-emploi. Bon, pour le dire autrement, licencier permet d'embaucher. Voilà. On troque ici un terme négatif par son opposé, positif, dans le but de le rendre à son tour positif, comme par contamination. Puisqu'embaucher c'est bon, et puisque licencier permet d'embaucher, licencier c'est bien. Donc finalement, ces deux termes recouperaient une seule et même réalité, ils deviennent bien équivalents. Bon, dans la vraie vie, on viendra que c'est pas tout à fait de cela, enfin, comme ça que ça se passe. C'est pas tout à fait la même chose de travailler dans une entreprise et de se retrouver au chômage. Mais en ne voyant que le mouvement économique, le flux financier, dont la question de l'emploi est finalement un élément parmi d'autres, eh bien, les deux termes peuvent bien devenir équivalents, et le licenciement, après tout, désirable. Et en répétant cette litanie, encore une fois largement relayée par les journaux, eh bien, le gouvernement amène chacun à vouloir ce qui va à l'encontre de ses intérêts. Par ces glissements de langage, c'est finalement la conscience de l'autre qui disparaît. La conscience de l'autre, de ses besoins, de ses difficultés. Sans elle, il n'y a plus rien à opposer au pragmatisme économique, puisqu'un fait, le terme qu'il désigne et son contraire sont finalement exactement la même chose, peuvent exactement être interchangeables. Merci. Alors les exemples de ces procédés se retrouvent aussi dans le discours des équipes qui accompagnent Emmanuel Macron. Alors je ne résiste pas au plaisir de citer Muriel Pénicaud.
Non, alors franchement, cette citation est formidable. C'est un discours qu'elle a fait dans une des premières présentations du projet de la réforme du travail. Je vais vous faire travailler un peu. Regardez dans le texte, enfin, soyez attentifs à la façon dont elle amène les problématiques des entrepreneurs et les problématiques des employeurs et les problématiques des salariés sur un même terrain. Donc je vous le lis. La liberté, c'est pour les entreprises et les salariés. Liberté d'entreprendre, de créer, d'aller rapidement à la conquête des marchés, ce qui veut dire se réorganiser rapidement. Liberté de négocier des règles avec les syndicats adaptés à la vie de l'entreprise. Liberté d'investir sur cette innovation sociale. Pour les salariés, liberté de participer plus aux décisions stratégiques de l'entreprise, de choisir une formation, de choisir son métier, éventuellement d'entreprendre. Vous remarquerez que ça commence par la liberté d'entreprendre des employeurs et ça se termine par la liberté d'entreprendre des salariés. Donc finalement, c'est le même intérêt pour tout le monde. C'est ça qui est. Alors elle continue. Son corollaire, c'est ça. Son corollaire, c'est plus de sécurité. La sécurité, c'est aussi pour les entrepreneurs. Pour le salarié, la première sécurité, c'est la compétence. Vous avez vu, elle enchaîne. Elle ne développe pas pour les entrepreneurs, mais elle enchaîne complètement directement avec les salariés. Donc la première sécurité, c'est la compétence, parce que la première précarité, c'est vraiment le chômage. Mais il faut la liberté juridique. Voilà. Il faut une sécurité des évolutions de carrière et une sécurité dans les demandes et les attentes. Alors pareil, les demandes et les attentes, c'est une espèce de grand flou qui fait que finalement, tout le monde pourrait s'y retrouver. Ça va, c'est clair? J'ai eu un peu du mal à comprendre au début. Voilà, alors, il y a aussi la réaction de Gérald Darmanin pour Alexis Corbière. Vous l'avez tous vu, sa réaction. Quand Alexis Corbière est arrivé avec le sac de course à l'Assemblée nationale, il était furieux, Darmanin. Mais quand même, sa réponse était très très intéressante d'un point de vue linguistique, parce qu'il a montré encore cette capacité à mélanger les intérêts des uns et les intérêts des autres et à faire comme si c'était les mêmes. Donc je vous le lis encore. Les économies, je vais vous le décortiquer au fur et à mesure. Les économies que nous allons faire, c'est l'augmentation de l'allocation handicapée de 100 €, ce qui n'a jamais été fait. C'est l'augmentation du minimum vieillesse de 100 € par mois, ce qui n'a jamais été fait. C'est l'augmentation de la prime d'activité, c'est la suppression de la taxe d'habitation. C'est 260 € pour un ouvrier au SMIC avec la suppression des cotisations. Cette première partie, en fait, développe des avantages réels, en tout cas annoncés par le gouvernement pour la population. Vous remarquerez que ce sont des avantages, à chaque fois, pour des groupes restreints de la population. À partir de l'augmentation de la prime d'activité, à partir de la suppression de la taxe d'habitation et de la suppression des cotisations, là ça commence à devenir problématique, parce qu'on sait que la taxe d'habitation, finalement, il y a peu de chances pour qu'elle soit remboursée aux maires. Donc finalement, ça va être une vraie perte pour les communes. Et puis, pour la suppression des cotisations, il se trouve que les cotisations sont d'abord et surtout sociales, et évidemment, il a retiré ce terme. Et puis ensuite, il faut être courageux, il faut faire des économies, il faut baisser les impôts, relancer la croissance. Et le meilleur moyen de faire une politique sociale est de retrouver du travail pour tout le monde. Là, en fait, il est en train de développer une politique d'austérité. Donc c'est pareil, on a glissé. On glisse sur ce qui est bon pour tout le monde à finalement ce qui va être problématique pour tout le monde. Donc ce qu'il avoue là, c'est que l'État va être réduit à une politique d'austérité et finalement une vision technocratique, alors qu'il était censé parler des vrais gens. Alors, dernier point, faire émerger les valeurs de la modernité. Maintenant que tout a été nivelé, on peut faire émerger de nouvelles valeurs. Alors la première de ces nouvelles valeurs, c'est la Startup Nation. Alors je suis désolée, je vais faire une citation en anglais. Le 15 juin 2017, Macron tweetait « I want France to be a startup nation,
A nation that thinks and moves like a start-up. Je veux que la France soit une nation start-up, une nation qui pense et bouge comme une start-up. Alors ça, c'est le tweet qui fut publié sur son compte à la sortie du salon Vivatech. Cette visite fut une vaste opération de communication qui permit finalement de donner encore plus de précision sur les objectifs en faveur des entreprises. Baisser l'impôt sur les sociétés, réduire les charges patronales et salariales, supprimer le régime social des indépendants, le RSI, afin d'attirer les entrepreneurs, évidemment. Alors ce signal, il était donc bien lancé. L'image de la Startup Nation, il frappe. Elle frappe indéniablement. D'ailleurs, la formule est très brève, c'est presque un slogan, quoi. Très vite, elle a suscité un certain nombre de réactions, dont des moqueries, dont celle du Biélorusse Evgeny Morozov, qui retweeta « Et pourquoi pas les citoyens en usagers clients, le politique en investisseur et les lois en algorithme ». Donc Emmanuel Macron a un projet pour la France, il faut lui faire revêtir l'apparence moderne et branchée d'une start-up. Elle doit faire sa mue, et ça explique aussi la récurrence de termes qui parlent du dynamisme, du mouvement, et qui en fait s'allient tout le temps au vocabulaire du monde entrepreneurial. Alors il y a même une étude qui a prouvé que les mots caractéristiques chez Macron sont très nets. Alors je cite, c'est Damon Maillard qui a fait cette étude, c'est un linguiste. Alors il dit « Il est question de transformation, d'innovation, de réforme, voire carrément de révolution. On trouve aussi le mot défi. Ces substantifs correspondent à un constat sur la société, mais surtout à un mouvement, puisqu'il s'agit d'innover et de réformer. Mais à mon sens, la plus grande innovation, et sans doute la plus grande réussite dans la tentative de métamorphoser l'image poussiéreuse de la nation, réside sans doute dans l'injection quasi systématique dans la rhétorique macronienne de termes anglais. Rappelons que la domination économique se fait définitivement dans la langue de Shakespeare. Alors, je vais vous donner un exemple. Ah oui. Je ne sais pas si... Non, c'est ça. Pardon. Ah voilà. Non, mais ça, c'est pour moi. Bon, je vous l'ai dit. La France est un succès pour les startups. Paris est déjà un vrai hub. Il faut des success stories, car elles créent un fort effet d'entraînement. Nous continuons d'améliorer les dispositifs sociaux et fiscaux avec les mesures prévues dans la loi Activité sur les actions gratuites, par exemple. Nous allons également monter avec la BPI un fonds pour faire des co-investissements de Business Angels. L'économie du net, bon là j'ai un peu triché parce qu'on dit net depuis longtemps, mais bon je trouvais que ça fallait le mettre, est une économie de milliardaires, non, de superstars. Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires. J'ai mis en italique cette phrase parce qu'évidemment on la connaît, elle est importante. Je ne fais pas partie de ceux qui stigmatisent les entreprises du CAC 40, car ce sont elles qui structurent l'économie française. Il faut que les startups d'aujourd'hui préfigurent le CAC 40 de demain. Bon, on a quand même beaucoup de mots anglais. Vous avez vu, c'est une des obsessions d'Emmanuel Macron. Mais il n'est évidemment pas le seul. Là, toute son équipe, tous ceux qui travaillent avec lui, à commencer par les députés, vont dans le même sens. Alors, je vais vous raconter brièvement ce qui s'est passé lorsque les ministres sont allés donner des ébauches en fait, de projets au Premier ministre Édouard Philippe. Il leur avait été demandé vraiment de faire des ébauches à chacun et ils sont venus donner ce qu'on appelle des drafts, c'est-à-dire des brouillons. Voilà. Et Nathalie Segonne, qui est chroniqueuse, a raconté cet épisode d'une façon assez savoureuse. Elle explique, en fait, elle cite ce qu'ont dit les ministres quand ils ont été interrogés. Cette façon de faire, d'amener des ébauches au Premier ministre, ça s'appelle le bottom-up, de bas en haut. En revanche, pour rédiger ces quelques feuilles, là je cite la chroniqueuse, chaque membre du gouvernement a été prié de prendre pour point de départ le programme du président. Là, c'est top-down. Explique-t-on dans l'entourage du Premier ministre.
Puis la chroniqueuse précise qu'il s'agissait avant tout d'alimenter le discours politique général d'Édouard Philippe, prononcé le 4 juillet dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On est très processé, expliqua en effet un collaborateur. Donc ça veut dire on est très méthodique. Donc voilà, c'est un langage qui est permanent et qui est, bon, voilà, c'est branché, c'est moderne. Alors la dernière valeur que je voulais évoquer, c'est celle-ci. Voilà, même si ces expressions prêtent à sourire, il ne faudrait pas les réduire à de simples gadgets linguistiques. Surtout quand il est question du langage du pouvoir, puisque c'est le langage du pouvoir. J'y vois pour ma part le danger d'une véritable acculturation. Non pas parce que les mots sont en anglais, mais parce que le pays se trouve asséché, recroquevillé, réduit à une simple machine économique. Or, Emmanuel Macron n'est pas seul à penser ainsi. Son succès tient aussi au fait qu'il a su se faire le porte-voix de toute une catégorie de gens, même on pourrait dire une catégorie socio-professionnelle, qui pensent qu'une nation doit être gouvernée comme une entreprise. Pas n'importe quelle entreprise. Comme le remarque justement le chroniqueur Xavier Delaporte, qui est, je crois qu'il travaille pour nous 89 aussi, et puis les chroniqueurs pour France Inter, pardon. Emmanuel Macron imagine le gouvernement des hommes selon la technologie à disposition de son époque, celle qui marche et celle qui a du succès, en l'occurrence la plateforme numérique. Puis il ajoute, le chroniqueur, ce modèle des plateformes numériques est en lui-même problématique, avec des airs de suppression des intermédiaires, de rapports directs avec l'usager, de rationalité et d'économie. Il crée d'autres systèmes de rente, d'autres soumissions, d'autres folies. Pourquoi ne pas aller voir quelle forme de gouvernement nous pourrions puiser du logiciel libre? L'État logiciel libre serait de la gueule, non? Ou même du wiki, comme espace de partage et de coélaboration. Le wiki-État. Cette idée du gouvernement d'Emmanuel Macron est aussi un choix idéologique tout à fait clair, qui ne questionne en rien les dérives du passé et du présent. Et de fait, dans les discours macroniens, il s'agit de poursuivre la fuite en avant du tout libéral, sans prendre la mesure pleine et entière de ses apories. Dans le projet politique d'Emmanuel Macron, il n'est pas de place pour la solidarité. La valeur suprême, c'est celle de l'individualisme. Cet individualisme même qui avait été soufflé aux journalistes pour évoquer le parcours d'Emmanuel Macron. L'individualisme est le socle de l'économie libérale, qu'elle entend développer en mettant les personnes en concurrence sur le marché de l'emploi. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'a jamais été question dans la com macronienne de défendre le peuple face à l'oligarchie. Et pour cause, pour l'équipe macronienne, le peuple n'existe pas. Il n'y a que des individus qui œuvrent à leur réussite sous peine de devenir rien. Il s'agit de faire advenir une société de micro-entrepreneurs autonomes, de militants du capitalisme, pour reprendre la superbe expression de Jorge Morudo Danzi, sociologue du travail et ancien responsable de l'argumentation au sein du mouvement anti-austérité de Podemos. Or, comme le dit fort justement Íñigo Errejón, qui est l'un des fondateurs aussi de Podemos, le peuple n'est pas une somme de citoyens. Il n'est même pas la majorité des citoyens. C'est une idée qui transcende la somme des individualités. Ici, aucune transcendance n'est possible. Il ne s'agit pas de changer un destin collectif, mais bien de favoriser la seule croissance économique. S'il le faut, c'est au prix de la précarisation et de la dégradation des conditions de travail de chacun. Pas étonnant alors que dans une société qui favorise l'isolement des individus, le chef encourage les jeunes à vouloir devenir milliardaires. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils pourraient vouloir d'autre? Donc voilà, pour conclure, je dirais que les quelques phrases que je vous ai montrées, et que vous connaissiez sans doute, dont vous connaissez sans doute une grande partie, montrent que la communication macronienne, ce qu'elle veut nous vendre, c'est d'abord et surtout la continuité, mais une continuité masquée. Il perpétue le pouvoir de l'oligarchie en promettant plus de démocratie, prétend renouveler nos institutions pour finalement asseoir son autorité et éteindre les contre-pouvoirs.
Elle annonce une grandeur retrouvée de la nation tout entière, tout en créant les conditions de l'individualisme et de la précarisation. Le pouvoir en place avait promis la révolution. Il nous prive un peu plus encore et de la répartition des pouvoirs et de la répartition économique, des richesses. Un tel scandale est possible à partir du moment où les liens entre les gens sont distendus. Pour cela, j'espère vous avoir montré que les distorsions linguistiques et les obsessions rhétoriques peuvent aussi largement y contribuer. Mais Emmanuel Macron et son entourage poursuivent à ce jour cette manipulation. Ce faisant, ils menacent à terme les valeurs qui nous sont chères, car en faisant perdre leur nuance aux mots, en créant des équivalences partout, en omettant systématiquement ce qui dérange, ils font perdre donc le sens de toute chose. Donc notre combat est aussi et d'abord un combat culturel qu'il faut mener sur le terrain des mots. À nous de faire retirer la chape linguistique qui vient d'être jetée sur notre société pour faire à nouveau respirer le réel. Merci.